Je vais demander à Suzy Borello de me rejoindre tout de suite, puisqu'il y a les écrivains et puis il y a les traducteurs qui nous ouvrent tous les champs du possible littéraire, puisque sans vous, nous n'aurions pas accès à tant de magnifiques œuvres. Suzy Borello, avant d'entrer un petit peu dans cet univers, c'est un livre foisonnant, c'est quasiment 850 pages, 800 et quelques pages, mais qui se lit vraiment avec passion, parce que ça se lit comme un roman d'aventure. Mais deux mots peut-être sur Karl Marlantes, puisque maintenant vous l'avez suivi un petit peu. Qu'est-ce que vous aimez dans sa littérature? Qu'est-ce qui le caractérise? Déjà le fait qu'il part de sa propre... que ce soit Matterhorn, le premier livre où il parle de la guerre du Vietnam qu'il a faite lui-même, ou ce livre-là où il parle en fait d'un camp de bûcherons, des premiers syndicats, tout ça. Il part de sa propre expérience, sa propre famille. Et je me posais la question justement, comment on pouvait passer de justement un roman sur la guerre du Vietnam à ce type de roman en fait où on parle plutôt de la construction de l'Amérique, tout ça. Et il me semble qu'il y a un parallèle aussi, c'est cette espèce de quête de vie très intense, très dangereux et très intense, une sorte de danger un peu addictif en fait, qu'on retrouve à la fois chez les soldats qui vont faire la guerre, ou chez les bûcherons qui ont cette vie très très dangereuse et en même temps d'héroïsme un peu. Et je pense que c'est le genre de parallèle qu'on peut retrouver. C'est une littérature très charnelle, très incarnée. Oui, c'est ça. On est avec eux, on voit mais presque les muscles se tendre, les membres se cambrer. Enfin, on voit vraiment qu'il y a ce danger et puis cette difficulté à vivre le combat quotidien des gens. Alors justement, les personnages, on est avec la famille Koski. La famille Koski, c'est Eno, la fille, qui est quand même le personnage central de ce livre, puis ses frères, Ilmari et Mati. Donc on est au tout début du XXe siècle. On va à la rencontre de cette famille qui vit en Finlande dans des conditions extrêmement rudes. Ils ont connu déjà une famine, la maladie, une nouvelle famine arrive, il y a les Russes, vraiment des conditions extrêmement difficiles. C'est une période dont vous disiez qui est inspirée aussi de la famille de Karl Marlantes. On est dans quelle ambiance au tout début? C'est une ambiance, on va dire, assez sombre, assez... Décrivez-nous un petit peu cette ouverture de roman. Oui, effectivement, c'est donc la Finlande, fin 19e, début 20e. Déjà, les conditions, on va dire, climatiques qui ne sont pas évidentes. Et en plus, les Russes qui étaient un peu omniprésents, qui commençaient à avoir le pays à dominer, sous leur domination. Et donc une sorte de persécution un peu permanente. Et en même temps, quelque chose d'intéressant en fait, c'est que en Finlande à l'époque, l'Église exigeait que tous les Finlandais sachent lire. Donc c'était un prérequis. Donc tous les Finlandais savaient lire. Donc c'était vraiment déjà quelque chose qui les distinguait par rapport au pays qui, que ce soit le moins petit paysan savait lire en fait. Et déjà donc ça a apporté une ouverture à tout un monde de lecture, d'éducation. Et aussi ça ouvrait la porte à... c'est ce qui fait que les Finlandais à l'époque étaient très engagés. Ils lisaient Marx, pas tous évidemment, mais ils pouvaient lire Marx, entre autres, Et alors ils avaient vraiment une porte ouverte là-dessus. Alors justement, la petite Eno, c'est ce qui lui arrive. Oui. Elle va avoir un enseignant, alors qui va pas faire long feu, parce que mettre des idées dans la tête des jeunes filles chrétiennes, c'est peut-être pas du goût de tout le monde dans la communauté. Il n'empêche que ce professeur va lui faire lire Karl Marx. Et en fait, tout va se cristalliser à ce moment-là, puisque Eno va devenir une militante marxiste plus que passionnée. C'est-à-dire que tout le livre est traversé par son engagement et sa colère. Alors on sent que ça part déjà au début d'une espèce de passion presque un peu adolescente en fait, qui monte en elle et effectivement qui finit par devenir sa raison d'être
la diriger dans la vie, quoi. Et qui prend le pas sur le reste. Et du coup, justement, on va voir en quoi ça peut poser problème. Ça peut entrer en conflit avec sa vie personnelle, bien sûr. Parce que dès le début du livre, on peut le dire, elle va perdre son père va disparaître, elle va être confrontée à toute l'injustice de la domination russe, de cette pauvreté sans fin, etc. Donc elle va être confortée, on va dire, dans son engagement. Et puis, après avoir été persécutée, torturée, les 3 frères et sœurs vont se retrouver aux États-Unis, justement, dans ce lieu totalement... Alors, on est dans le gigantisme absolu, c'est-à-dire qu'on quitte la petite Finlande et on se retrouve dans un lieu complètement surréaliste. Quel est cet endroit, Suzy? C'est la côte ouest américaine, donc à la frontière entre l'Oregon et l'État de Washington, qui est précisément là où habite l'auteur, évidemment, donc il connaît très très bien cet endroit. Au nord de la Californie, où les arbres sont gigantesques, à un point qu'on n'imagine pas en Europe en fait, parce que c'est ce qu'on voit sur la couverture justement, c'est cette photographie incroyable. Vraiment, moi je l'ai eue à la fin de ma traduction et c'est l'auteur qui me l'a envoyé, je me suis dit ah oui c'est vrai, on est beau être dans les descriptions tout ça, une photographie c'est vrai que ça apporte tellement, voilà, on se rend pas compte à quel point. Et donc ce sont quand même des arbres comment est-ce qu'on coupe ça à la main? C'est incroyable. Et ça donne toute la mesure de la difficulté et de la violence du quotidien de ces bûcherons donc, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et Eno, dans tout ça, il n'y a pas beaucoup de femmes dans cet endroit. Eno, elle va déchaîner les passions à plein d'égards. Elle va les déchaîner à cause de ses convictions, puis elle va les déchaîner aussi par amour. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs très très surprenant d'avoir un personnage féminin dans ce type de roman, un personnage féminin qui soit le personnage principal, parce que c'est quand même un monde presque intégralement d'hommes, qui ne peut être que d'hommes à cette période notamment, ne serait-ce que par les exploits physiques déployés tous les jours. Et effectivement, donc, ce personnage d'Aino est vraiment très particulier quand on voit tout ce qu'elle est capable de faire justement à elle seule. Elle refuse le mariage à plusieurs reprises. Oui. Elle veut travailler, elle ne veut être dépendante de personne. C'est quand même pour l'époque encore extrêmement exceptionnel. Pour l'époque exceptionnelle, oui. Et effectivement, ce questionnement sur... Voilà, c'est un questionnement qui est encore, bien sûr, d'actualité aujourd'hui. C'est comment concilier la vie personnelle, notamment d'une femme, et ses convictions, ses ambitions, tout ça. Et, elle a 2 frères aussi, donc nous l'avons dit, Marie et Mathis, qui sont très différents l'un de l'autre. Mathis, c'est l'esprit entrepreneurial, il veut réussir, il a une sorte de dynamisme. Et puis Marie, lui, il est habité aussi par d'autres questions plus spirituelles. Quel rôle ils vont jouer dans la vie d'Eno, ces 2 frères? En fait, c'est 3 personnages qui incarnent un petit peu une vision de la vie et de la mort complètement opposées les uns aux autres. Donc effectivement, Imari, le grand frère, qui est très religieux au début, qui va plus s'orienter vers le mysticisme lorsqu'il va rencontrer un personnage de femme indienne qui s'appelle Vasotati, où on voit d'ailleurs, c'est assez intéressant, le parallèle entre les Indiens, les Amérindiens, c'est ça, les Amérindiens et le chamanisme finlandais, de ce dont il parle, le Kalevala justement, où vraiment ça se rejoint et on a goûté une sorte de mystique un peu universelle. Donc on a Ilmari, donc qui est forcément qui s'oppose à Aino, qui est plutôt athée, mais complètement athée. Mati, qui est le petit capitaliste, on peut dire en puissance, qui a vraiment des ambitions. Il veut monter sa propre société forestière, il veut réussir entre guillemets dans la vie, dans le sens où on l'entend financièrement. Et donc forcément il s'oppose lui aussi à Aino, qui est plutôt communiste, plutôt très très à gauche. Et pourtant, la rouge d'ailleurs. Oui, voilà. Et pourtant, ils s'entendent tous.
Enfin, Oui, parce que d'une certaine manière, ils sont tous opposés en même temps très complémentaires. C'est-à-dire qu'à travers ces trois personnages, on voit un pan de l'Amérique moderne qui est en train de se dessiner. Oui, c'est ça. Et la nouvelle vision à la fois capitaliste, mystique, mais aussi avec ses contradicteurs comme Eno. Elle est évidemment habitée d'énormément de traumatismes qu'elle a vécu en Finlande. Ça va évidemment lui jouer des tours aussi dans son rapport aux autres, dans l'amour. Il faut dire qu'il y a évidemment toute une pléiade de personnages, on ne peut pas ici citer tous, mais notamment les amoureux, Axel, Juka, on prononce Juka, avec évidemment le fantôme de son premier amour, Voito, et puis plein d'autres encore personnages, notamment le propriétaire de l'entreprise dans laquelle elle travaille, la formation des premiers syndicats. Voilà, tous ces éléments qui vont faire qu'on va traverser de 1901 à peu près, on va dire, jusqu'à 1969. Oui, on arrive tout à la fin, oui, quand elle est un peu plus vieille. Voilà, on va la retrouver plus âgée et où elle aura traversé toute une époque. C'est un roman absolument passionnant qui se lit, mais vraiment d'une traite, n'ayez pas peur des 864 pages. Très belle traduction, très belle traduction. Merci infiniment, Suzy Borrello, d'avoir partagé avec nous votre expérience avec Karl Marlantes. Faire bientôt éclater la Terre, c'est le nouveau roman qui vous est proposé aujourd'hui. Je vous remercie.